Avez-vous déjà eu l'impression que dire la vérité mettait les gens mal à l'aise? Pas parce que vous étiez impoli, pas parce que vous cherchiez à offenser qui que ce soit, mais parce que vos mots touchaient une corde sensible, quelque chose que les autres essayaient d'ignorer. Peut-être avez-vous déjà remarqué ce léger changement d'atmosphère dans une pièce lorsque vous parlez franchement, le silence qui suit, les regards vides, le demi-sourire qui tente de balayer ce que vous venez de dire, ou pire, la manière dont les gens changent soudainement de sujet, comme si vos paroles portaient quelque chose de trop tranchant, de trop lourd, de trop réel pour être supporté. Vous n'étiez pas agressif, vous n'essayez même pas de prouver quoi que ce soit, vous étiez juste honnête. Mais votre honnêteté n'a pas été accueillie avec gratitude, elle a suscité tension, malaise, résistance. Si vous avez déjà ressenti cela, vous ne l'imaginez pas. Vous touchez à quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Car dans un monde bâti sur des illusions réconfortantes, la vérité est une menace. Et ceux qui voient la vérité, qui pensent trop profondément, parlent trop clairement et posent des questions sans réponse facile, ne sont pas simplement ignorés. Ils sont craints, exclus, réduits au silence. Peu importe que vos intentions soient bonnes, peu importe que vos propos soient justes. Ce qui compte, c'est que votre présence expose les autres, et la plupart des gens préféreront protéger le mensonge plutôt que d'affronter la lumière. Schopenhauer l'avait compris mieux que quiconque. Bien avant la cancel culture, la censure ou les réseaux sociaux, il écrivait que l'intelligence n'est pas un don, mais une malédiction. Non pas parce qu'elle vous fait échouer, mais parce qu'elle vous permet de voir trop clairement, trop tôt. Et quand vous voyez ce que les autres refusent de voir, quand vous tendez un miroir dans un monde qui ne veut que des filtres, vous ne vous contentez pas de vous démarquer, vous devenez dangereux. C'est étrange, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est plus fort physiquement, vous ne vous sentez pas insulté, vous l'admirez. Quand quelqu'un est plus riche, vous pouvez ressentir de l'envie, mais pas du rejet. Mais quand quelqu'un est plus intelligent, surtout lorsqu'il exprime la vérité avec clarté, quelque chose change. Cela devient personnel. Parce que la vérité n'est pas neutre, elle reflète. Et ce reflet ne révèle pas seulement le monde, il vous révèle, vous. Les psychologues appellent cela l'effet miroir. C'est lorsque la simple présence de quelqu'un opaque et critique, pas son jugement, juste sa présence en fait que les autres se sentent inadéquats. Non pas parce que le penseur a dit quelque chose d'offensant, mais parce qu'il met en lumière, sans le vouloir, ce que les autres refoulent. Les penseurs profonds ne se contentent pas d'introduire de nouvelles idées, ils dérangent les croyances implicites, remettent en question les illusions sur lesquelles les gens ont construit leur identité. Ils deviennent, sans le vouloir, une menace pour le confort, l'ego, la certitude. C'est là toute la tragédie, vous n'avez pas besoin d'essayer de menacer qui que ce soit. Votre simple existence suffit à exposer les autres. Quand quelqu'un voit clairement, cela rappelle à tous les autres qu'ils ont choisi de détourner le regard. C'est pourquoi l'intelligence est accueillie par un rejet silencieux, et non par des applaudissements, car elle ne flatte pas l'audience, elle la confronte. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà été dans un groupe où une question profonde a fait taire l'assemblée? Où vous avez pointé une vérité inconfortable et senti l'énergie changer, pas dans votre faveur? Ce moment où vous avez dit quelque chose de vrai et où les gens ont répondu par un silence forcé, une esquive ou un rejet passif. Ce n'était pas à cause de ce que vous avez dit, mais de ce que vos mots les ont forcés à ressentir. Car la vérité, par sa nature, divise. Elle sépare l'illusion de la réalité, le confort de la clarté, la protection de soi de la conscience de soi. Et la plupart des gens, face à ce choix, ne choisissent pas la croissance, mais la sécurité. C'est là que le miroir devient une arme, non pas parce que le penseur l'a voulu, mais parce que les autres voient leur propre reflet et détestent ce qu'ils y découvrent. Schopenhauer l'avait profondément compris. Il croyait que la société ne craint pas l'intelligence en théorie, mais la manière dont elle fait ressentir les gens, car elle dépouille les mensonges protecteurs dont ils ont entouré leur identité. Dans un monde accro à l'image, à la simplicité et au réconfort, le penseur profond est une contradiction ambulante. Il ne cherche pas à offenser, mais sa clarté devient une forme de confrontation, sa présence une sorte d'exposition psychologique. C'est pourquoi la vérité est rejetée, les penseurs exclus, et pourquoi, souvent, plus votre vision devient claire, plus votre chemin devient solitaire. Pour comprendre pourquoi la vérité est crainte, il faut remonter, non pas de quelques décennies, mais de milliers d'années, à une époque où la survie humaine ne dépendait pas de l'intellect, mais de l'appartenance. Dans les premières tribus humaines, être accepté par le groupe n'était pas un luxe social, c'était une question de vie ou de mort. Être exclu signifiait l'isolement,
et l'isolement signifiait vulnérabilité, extinction. C'est pourquoi notre cerveau n'a pas évolué pour chercher la vérité, mais pour chercher la sécurité. Et la sécurité passait par l'harmonie, non par la disruption, par l'accord, non par le conflit, par l'intégration, non par la singularité. L'esprit humain n'a jamais été conçu pour la pensée indépendante, mais pour la survie tribale. Et ce câblage nous contrôle encore, même dans une société moderne où nous vivons dans des villes, pas dans des jungles. Notre cerveau fonctionne toujours avec un logiciel ancien qui nous répète une chose. Ne sois pas différent, ne rends pas les gens mal à l'aise, ne menace pas le groupe. Quand vous dites la vérité, surtout une vérité qui remet en question les croyances du groupe, vous ne proposez pas seulement une nouvelle idée, vous rompez le contrat implicite d'harmonie tribale. Et le cerveau perçoit cela comme une menace. Les neurosciences le confirment, lorsqu'une personne entend une perspective qui défie sa vision du monde, l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, s'active. La même région qui réagit au danger physique s'allume, mais cette fois, la menace n'est pas un prédateur, c'est vous, vos idées, votre présence. Ce n'est pas logique, c'est biologique. Et cela explique pourquoi la société ne se contente pas de résister aux nouvelles idées, elle attaque souvent ceux qui les introduisent. Parce que la vérité ne menace pas seulement les systèmes de croyance, elle menace la stabilité sociale, les hiérarchies, les égos. Quand quelqu'un remet en question la norme, il ébranle les fondations sur lesquelles le groupe repose. Et la plupart des gens ne veulent pas vérifier si le sol sous leurs pieds est fissuré, ils veulent juste que vous arrêtiez de le secouer. C'est pourquoi le charisme est célébré, mais la vérité est punie. Pourquoi la confiance est admirée, mais la pensée critique est crainte. L'un maintient le confort du groupe, l'autre menace de tout brûler. Mais voici le paradoxe, la société ne craint pas la vérité en elle-même, elle craint ce que la vérité fait aux gens. Elle craint l'inconfort, la rébellion, la perte de contrôle, la perturbation de l'ordre établi. Alors, elle réduit au silence celui qui dit la vérité, non pas parce qu'il a tort, mais parce que sa clarté est trop dangereuse pour que l'illusion actuelle survive. C'est la guerre invisible dans laquelle tout penseur profond s'engage, non pas contre l'ignorance, mais contre un monde prêt à tout pour préserver son confort. Arthur Schopenhauer ne romantiquait pas l'intelligence. Il ne la considérait pas comme une bénédiction, mais comme un fardeau. Dans un monde qui célèbre la connaissance comme un pouvoir et l'éducation comme une vertu, Schopenhauer se distinguait en disant quelque chose que la plupart des gens évitent encore. Plus vous voyez la réalité clairement, plus il est difficile d'y vivre. Au cœur de sa philosophie se trouve une fracture brutale entre deux forces, la volonté de vivre et la volonté de vérité. La volonté de vivre est ce qui motive la plupart des gens. C'est le désir instinctif de survie, de confort, de plaisir et de distraction. C'est la partie de la psyché qui dit « Ne pense pas trop, sois heureux, intègre-toi, reste en sécurité ». C'est ce qui alimente la culture de consommation, les conversations superficielles, les jeux de statut et l'ambition aveugle. La plupart des gens passent leur vie entière sous l'emprise de cette volonté, poursuivant le plaisir, évitant la douleur, et faisant tout pour ne pas penser trop profondément. Mais la volonté de vérité, c'est différent. C'est rare. Ce n'est pas une question de survie, mais de clarté, de compréhension du monde, même si cela vous brise. Schopenhauer croyait que les personnes profondément intelligentes sont maudites par cette seconde volonté. Elles ne peuvent pas fermer les yeux, faire semblant, ou se contenter de plaisirs superficiels lorsqu'elles savent qu'il y a un vide en dessous. C'est pourquoi les penseurs profonds se sentent souvent aliénés dans une pièce bondée, agités dans des emplois routiniers, ou en proie à une solitude existentielle même lorsqu'ils sont entourés d'autres personnes. Leur esprit est accordé à une fréquence différente, une fréquence qui demande sans cesse « Quel est le sens ? Quelle est la vérité sous ce masque ?» Schopenhauer écrivait « Un haut degré d'intellect tend à rendre un homme asocial, non pas parce que les intelligents n'aiment pas les gens, mais parce que plus votre esprit s'enfonce profondément, plus il est difficile de trouver quelqu'un qui vous comprenne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une douleur. Imaginez marcher dans un monde où tout le monde est content de courir après des ombres pendant que vous voyez les ficelles, les mensonges, les distractions désespérées qui se cachent sous la surface. Comment en parler? Comment partager cela dans un groupe de discussion? Vous ne le faites pas comme avant. Vous restez silencieux, vous hochez la tête, vous suivez le mouvement, même si quelque chose en vous reste toujours détaché, à moitié présent. C'est la malédiction de la conscience. Plus vous êtes intelligent, moins vous pouvez vous mentir à vous-même. Et moins vous pouvez vous mentir, plus il devient difficile de rester connecté à un monde bâti sur le déni.
C'est pourquoi tant de grands esprits à travers l'histoire se sont retirés dans la solitude, non pas parce qu'ils étaient antisociaux, mais parce que la vérité crée de la distance. La solitude spirituelle n'est pas une question d'être seul, mais de ne pas pouvoir partager la profondeur de vos pensées sans les diluer. C'est voir la vie telle qu'elle était réalisée, à quel point peu de gens sont prêts à aller aussi loin avec vous. Et pourtant, les penseurs profonds continuent, non pas parce qu'ils aiment la douleur, mais parce que l'alternative à vivre dans une ignorance confortable est insupportable. C'est la volonté de vérité. C'est le chemin de ceux qui préfèrent être seuls et éveillés plutôt qu'acceptés et endormis. Cela ne gagne pas de concours de popularité, cela ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux, mais cela crée quelque chose de bien plus précieux que l'attention, la liberté. La liberté de voir clairement, de briser les illusions, de vivre les yeux grands ouverts, même si cela signifie marcher seul. Dans les temps anciens, les diseurs de vérité étaient emprisonnés, exilés ou exécutés. Aujourd'hui, les méthodes ont changé, mais le résultat reste le même. Maintenant, nous réduisons les penseurs profonds au silence, non pas avec des épées, mais avec des systèmes, non pas par la force, mais par des filtres, des algorithmes, des rubriques scolaires, des cultures d'entreprise et l'opinion publique. Si vous êtes un penseur profond dans le monde d'aujourd'hui, vous ne serez probablement pas brûlé sur un bûcher, mais vous serez ignoré, incompris, shadowbanned ou discrètement mis de côté. Pourquoi? Parce que les systèmes modernes ne récompensent pas la profondeur, ils récompensent la conformité. Regardez votre fil d'actualité. Quel contenu est le plus partagé? Pas les arguments nuancés, pas les insights intellectuels, mais l'indignation, la simplicité, les punchlines émotionnelles qui ne demandent rien au cerveau et tout aux tripes. L'algorithme ne veut pas que vous pensiez, il veut que vous réagissiez. Il privilégie ce qui est addictif, pas ce qui éveille. Et les penseurs profonds, eux, avancent lentement, posent des questions difficiles, ne rentrent pas dans le moule du clickbait. Alors, leur travail, leurs pensées, leurs vérités sont enterrées, non pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais parce qu'ils ne sont pas immédiatement rentables. Les écoles prétendent valoriser l'intelligence, mais ce qu'elles valorisent vraiment, c'est l'obéissance déguisée en réussite. Les élèves sont récompensés pour mémoriser ce qu'on leur dit, pas pour demander pourquoi on leur dit cela. Les programmes scolaires sont construits sur la conformité, pas sur la pensée critique. Les tests standardisés punissent la pensée divergente, et ceux qui défient l'autorité sont étiquetés comme des fauteurs de troubles, pas comme des pionniers. Dans ce système, l'intelligence devient un handicap, la curiosité est vue comme une distraction, et la vérité, surtout la vérité inconfortable, est traitée comme une perturbation de l'ordre en classe. Puis vous grandissez, entrez dans le monde professionnel, et que trouvez-vous? Que l'intelligence n'a pas d'importance si vous ne vous intégrez pas, que l'insight est menaçant lorsqu'il défie votre manager, que l'innovation véritable est bienvenue jusqu'à ce qu'elle menace les structures de pouvoir existantes. La personne la plus intelligente dans la pièce reste souvent silencieuse, non pas parce qu'elle ne voit pas les failles, mais parce qu'elle sait ce qui arrive à ceux qui les pointent du doigt. Les lieux de travail ne sont pas conçus pour élever les penseurs profonds, mais pour protéger le système. Et quiconque remet en question ce système, même avec des idées brillantes, devient un risque. Et c'est l'ironie, vous n'êtes pas rejeté parce que vous avez tort, mais parce que vous avez trop raison, trop tôt, pour avoir exprimé des vérités que le monde n'est pas prêt à entendre, pour avoir pensé des pensées que les autres ne sont pas prêts à affronter. Ce n'est pas votre logique qui pose problème, c'est le timing, la clarté, la manière dont votre présence perturbe l'échafaudage fragile qui soutient les illusions modernes. Dans une société accro au confort, la vérité semble violente, l'insight semble intrusif, la conscience semble être une rébellion. Ainsi, nous exilons les penseurs, numériquement, socialement, systémiquement, non pas parce qu'ils sont dangereux au sens traditionnel, mais parce qu'ils éclairent des endroits que les autres préfèrent garder dans l'obscurité. Quand vous dites la vérité et que quelqu'un réagit, pas avec raison, mais avec résistance, il est facile de penser qu'il est simplement difficile. Mais ce que vous voyez vraiment, c'est l'esprit humain qui se défend. Car la vérité, surtout lorsqu'elle est exprimée avec clarté et intelligence, ne se contente pas de défier les croyances, elle menace la structure même sur laquelle les gens construisent leur identité. C'est pourquoi les penseurs profonds se retrouvent souvent réduits au silence, non pas parce que ce qu'ils disent est faux, mais parce que cela active des mécanismes de défense psychologique dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Décomposons les principaux. L'effet Dunning-Kruger, les personnes peu compétentes surestiment souvent leur intelligence, tandis que les personnes réellement intelligentes doutent davantage d'elles-mêmes.
Cela crée un paradoxe étrange, moins quelqu'un en sait, plus il est confiant dans ce qu'il pense savoir. Ainsi, lorsqu'un penseur profond introduit de la complexité, de la nuance ou des vérités inconfortables, ceux qui ont une compréhension superficielle ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ils rejettent, esquivent, tentent de réaffirmer leur domination, non pas avec la vérité, mais avec du bruit. Ce n'est pas un conflit intellectuel, c'est une protection de l'ego. L'effet de retour de flamme, la plupart des gens pensent que présenter des faits changera les esprits. Mais la psychologie révèle une vérité plus sombre. Lorsqu'on confronte les gens à des informations qui contredisent leurs croyances, ils ne les rejettent pas seulement, ils s'y accrochent encore plus fort. C'est l'effet de retour de flamme. Le cerveau dit, si cette vérité est réelle, alors j'ai eu tort, et si j'ai eu tort, mon identité est instable. Plutôt que d'accepter une nouvelle idée, ils protègent leur image de soi. Ainsi, au lieu de la curiosité, vous obtenez de l'hostilité, au lieu du dialogue, de la défensive. Et une fois encore, le penseur est repoussé, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a révélé trop de choses. Le biais du statu quo, l'esprit humain recherche la familiarité, même lorsqu'elle est défectueuse. Nous nous accrochons à des routines, des croyances, des traditions, non pas parce qu'elles sont optimales, mais parce qu'elles sont confortables. C'est le biais du statu quo, un raccourci mental qui favorise ce qui existe déjà. Ainsi, lorsqu'un penseur profond suggère une vérité radicale, qu'il s'agisse de société, de politique, de relations ou de soi-même, l'instinct de la personne moyenne n'est pas d'examiner, mais de défendre le familier. Ils préféreront rester dans une maison en ruine plutôt que d'admettre qu'il faut reconstruire de zéro. La pensée de groupe, les humains sont par nature tribaux. Nous recherchons l'appartenance, et rien ne menace plus l'appartenance que de penser différemment. La pensée de groupe est la tendance à s'aligner sur l'opinion majoritaire, même si elle va à l'encontre de la logique, de la vérité ou de la moralité, juste pour éviter le rejet. Ainsi, lorsqu'un penseur profond remet en question les normes du groupe, il est souvent perçu, non pas comme quelqu'un en quête de vérité, mais comme quelqu'un qui perturbe l'harmonie. Il devient l'étranger, le problème, l'ennemi de la paix, même lorsqu'il parle avec sagesse. Vous pouvez dire la chose la plus rationnelle dans une pièce, étayée par des données, de la sagesse ou une expérience vécue, et être quand même ignoré, ridiculisé ou attaqué. Ce n'est pas toujours parce que les gens ne comprennent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Accepter votre vérité signifie qu'ils doivent abandonner la leur, et la plupart des gens sont plus loyaux envers leurs illusions qu'envers la vérité. Ce n'est pas une conspiration consciente, c'est plus profond que cela, c'est la biologie, l'ego, la peur. Et c'est le champ de bataille invisible dans lequel les penseurs profonds s'aventurent chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, non pas une guerre d'idées, mais une guerre contre des mécanismes de défense conçus pour garder les gens endormis. Ce schéma n'est pas nouveau. L'histoire est remplie de grands esprits qui ont dit la vérité, non pas pour provoquer, mais pour éclairer, et à chaque fois, le monde n'était pas prêt. Socrate, aujourd'hui connu comme le père de la philosophie occidentale, Socrate était considéré de son vivant comme un agitateur dangereux. Il posait des questions que personne ne voulait entendre, remettait en question les traditions, exposait les contradictions et poussait les gens à penser par eux-mêmes. Pour cela, il fut condamné à mort. Son véritable crime? Encourager la pensée critique. On lui donna le choix entre l'exil ou l'exécution. Il choisit de boire le poison, et ces derniers mots résonnent encore. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Galilée ne se contentait pas de regarder les étoiles, il a redéfini notre place parmi elles. Il a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil, brisant des siècles de croyances religieuses. L'Église l'a qualifié d'hérétique, l'a forcé à renier ses découvertes, l'a réduit au silence et l'a assigné à résidence pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, nous enseignons ses travaux à l'école, mais de son vivant, il était vu comme une menace pour le pouvoir. Nietzsche a exposé les mensonges derrière la moralité traditionnelle. Il disait des choses que personne ne voulait entendre, que la société repose sur des illusions réconfortantes et que la véritable force vient de faire face au néant et de créer ses propres valeurs. Il est mort seul, incompris, considéré comme fou. Aujourd'hui, ses idées façonnent la psychologie moderne, l'existentialisme et la philosophie. Le monde craignait sa voix, mais a adopté sa vision bien après sa mort. Tesla imaginait un monde alimenté par une énergie sans fil, une électricité gratuite pour tous. Mais une énergie gratuite ne plaisait pas à ceux qui profitaient du pouvoir. Il fut discrédité, mis à l'écart, non pas parce que ses idées ne fonctionnaient pas,
mais parce qu'elle menaçait la structure de profit des élites. Il mourut seul et sans le sou, alors que le monde fonctionne aujourd'hui grâce à ses inventions. Turing a déchiffré le code Enigma et contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Il a jeté les bases de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle. Mais à cause de son homosexualité, il fut persécuté par le pays qu'il avait aidé à sauver, castré chimiquement, humilié, poussé au suicide. Des décennies plus tard, il fut gracié et honoré comme un héros, mais pas de son vivant. Hypatie, philosophe, mathématicienne et astronome dans l'Alexandrie antique, Hypatie était l'une des rares intellectuelles de son temps. Elle enseignait la logique et le raisonnement scientifique, mais dans un monde dominé par l'extrémisme religieux, elle était vue comme un symbole de résistance. Elle fut traînée hors de son char par une foule, dénudée et assassinée. Son crime? La connaissance. Elle était une menace, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle pensait trop librement. Le schéma se répète, les diseurs de vérité sont punis dans le présent et loués dans le futur. La société ne craint pas la vérité en rétrospective, elle la craint en temps réel, car la vérité déstabilise, révèle ce que les institutions cherchent à cacher, exige un changement avant que les gens ne soient prêts. Alors, nous moquons les visionnaires jusqu'à ce que nous réalisions qu'ils avaient raison, puis nous leur érigeons des statues. Mais le mal est déjà fait. Dire la vérité semble noble, mais en réalité, c'est l'un des moyens les plus rapides de devenir une cible. Même aujourd'hui, à une époque où nous prétendons valoriser la liberté d'expression, les lanceurs d'alerte sont punis, les critiques sont ridiculisés, et les penseurs sont mis à l'écart pour avoir dit ce que tout le monde a trop peur d'admettre. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre, vous n'avez pas besoin d'une plateforme. Il suffit d'une phrase honnête dans la mauvaise pièce pour que, soudain, vous deveniez le problème. Parce que la vérité ne se contente pas de défier les idées, elle perturbe les relations, menace les accords implicites, expose ce que les autres préféreraient laisser enfoui. Et ce genre de clarté ne suscite pas d'applaudissements, mais du silence, de l'évitement, des chuchotements dans votre dos, une exclusion subtile. Le coût de la vérité n'est pas toujours intellectuel, il est social, émotionnel, physique. Les gens cessent de vous inviter, vous qualifient de trop intense, trop négatif, trop compliqué. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « vous voyez trop, vous parlez trop clairement, et ça nous met mal à l'aise ». Et ce n'est pas parce que vous avez tort, c'est parce que vous avez raison trop tôt. Vous avez probablement ressenti cela, la solitude après une conversation où vous avez dit la vérité, non pas pour être impoli, non pas pour gagner, mais parce que vous ne pouviez pas vous mentir à vous-même ou aux autres. Et au lieu de créer un lien, vous avez senti un mur se dresser, cette distance subtile, la manière dont les gens s'éloignent, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que vous avez reflété quelque chose qu'ils ne voulaient pas affronter. C'est ce dont Schopenhauer nous mettait en garde. Il croyait que la vérité n'éclaire pas seulement, elle isole. Plus vous voyez clairement, plus vous vous séparez de ceux qui vivent confortablement dans l'illusion. Il écrivait que l'intelligence et le bonheur sont souvent inversement proportionnels, car plus votre esprit est clair, plus il devient difficile de participer au plaisir superficiel, à la tromperie occasionnelle ou à la routine insignifiante. Et le monde vous punit pour cela, non pas par la violence, mais par la distance, le rejet, l'exil déguisé en dynamique sociale normale. Alors, si le monde craint les penseurs profonds, si la vérité isole, si la clarté crée de la distance, que doit faire le penseur profond? Doit-il se taire, jouer les ignorants, réduire ses pensées pour s'adapter à la pièce? Schopenhauer dirait, absolument pas. Il n'a jamais encouragé la conformité, mais il a encouragé la sagesse, pas seulement la sagesse intellectuelle, mais l'intelligence émotionnelle sur la manière de vivre dans un monde qui ne valorise pas la profondeur. Et son conseil était clair, n'abandonnez pas la vérité, mais apprenez quand, où et comment la partager. Toutes les pièces ne méritent pas vos pensées les plus profondes. Toutes les conversations ne sont pas un espace sûr pour l'honnêteté. Toutes les personnes ne sont pas capables de recevoir ce que vous avez compris. Et ce n'est pas du cynisme, c'est de la stratégie. Schopenhauer croyait que les penseurs profonds doivent vivre différemment, non pas dans la peur, mais dans le discernement. Car lorsque vous partagez la vérité avec ceux qui ne sont pas prêts, vous ne les éclairez pas, vous les provoquez, et en le faisant, vous souffrez inutilement. Alors, soyez sélectif, pas secret, pas faux, mais intentionnel. Gardez votre profondeur pour les rares personnes qui peuvent vous rejoindre là où vous êtes. Cherchez des esprits similaires, même s'ils sont rares. Vous ne les trouverez peut-être pas à tous les coins de rue, mais dans les livres, l'écriture, les lieux calmes, ils existent.
Et jusqu'à ce que vous les trouviez, Schopenhauer propose quelque chose de radical, embrasser la solitude, non pas comme une punition, mais comme un privilège. La solitude n'est pas l'absence de personne, c'est la présence de la clarté. Elle vous donne l'espace pour penser librement, créer, observer, développer des insights sans la pression constante de les simplifier pour les autres. Il croyait que la solitude est l'endroit où l'esprit s'aiguise, où les penseurs sont forgés. Alors, si vous vous retrouvez à marcher seul, ne vous précipitez pas pour remplir le silence. Utilisez-le pour grandir, réfléchir, comprendre. Et surtout, ne gaspillez pas votre feu à l'expliquer à ceux qui ne voient que de la fumée. Toutes les vérités ne sont pas prêtes à être reçues par tous les esprits, et c'est normal. Votre rôle n'est pas de forcer l'éveil, mais de rester éveillé. Et quand vous trouverez quelqu'un qui voit ce que vous voyez, vous n'aurez pas besoin de parler fort, vous vous connecterez, tout simplement. Si vous avez déjà été rejeté pour avoir pensé profondément, si vous avez été ignoré, mis de côté, non pas pour avoir tort, mais pour avoir vu trop clairement, écoutez ceci. Vous n'êtes pas une menace, vous êtes un miroir. Ce que les gens craignent, ce n'est pas vous, mais ce que votre présence révèle. Vous reflétez les parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Vous tenez un miroir face aux illusions sur lesquelles ils ont construit leur vie. Et ce genre de clarté, ce genre d'honnêteté, est rare, puissant, et oui, souvent solitaire. Mais la solitude n'est pas un échec, c'est le résultat naturel de marcher sur un chemin que peu sont prêts à emprunter. Plus vous allez en profondeur, plus vous ressentirez de la distance, non pas parce que vous êtes perdu, mais parce que vous êtes en avance. Schopenhauer voyait cette solitude non pas comme une punition, mais comme une preuve, la preuve que votre esprit est éveillé, que votre âme recherche la vérité, même si cela vous coûte du confort. Alors, ne laissez pas le rejet se transformer en honte. Laissez-le se transformer en reconnaissance. Laissez-le vous rappeler que vous n'êtes pas brisé, vous vivez simplement dans un monde qui craint ce que vous voyez. Continuez à penser, à chercher, à réfléchir, même si cela rend les autres inconfortables. Car en fin de compte, ce ne sont pas les voix les plus bruyantes qui façonnent le monde, mais les plus silencieuses, celles qui portent l'insight comme un feu, celles qui voient ce que les autres ne peuvent pas et refusent de détourner le regard. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en faites partie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes juste rare. Partagez vos pensées ci-dessous si ce message a résonné en vous. Abonnez-vous, nous ne faisons que commencer.